Beaucoup, monsieur le maire, de nous rejoindre. Merci beaucoup à vous, Thibault de Montbrial. Bonsoir. Bonsoir, merci de votre accueil. Votre réaction d'abord aux quelques éléments qu'on vient de développer ici, c'est-à-dire la mise en garde, l'alerte donnée par Bruno Retailleau sur le risque imminent, pas le risque théorique, le risque tout à fait imminent d'attentats terroristes en France. Si le ministre de l'Intérieur le dit, c'est que c'est vrai, parce qu'il a des informations que ni vous ni moi n'avons. Et c'est une menace que l'on sait très présente, qui est d'ailleurs une réalité liée au contexte international et à des problématiques nationales. Il y a le risque terroriste, et puis il y a tout ce djihadisme à bas bruit qui, depuis des années, voire des décennies, se répand. Et le combat contre le terrorisme, il est technique, il nécessite des moyens, du renseignement, de la répression implacable, de l'expulsion, parfois d'étrangers, etc. Mais contre l'idéologie, c'est beaucoup plus difficile et compliqué. C'est ce que l'on voit dans nos communes lorsque, pour un match de foot, certains éléments volontairement radicalisés, enfin, il y a des stratégies, vont essayer d'imposer des prières à toute une équipe. C'est tous ces signaux-là qu'il faut combattre par les arguments, mais aussi de façon très claire et nette, avec des règles qui sont des règles qui correspondent à la société française, au mode de vie français. En fait, tout le monde le comprend, sauf ceux qui ne veulent pas le comprendre. Et ceux-là, au bout d'un moment, il faut juste les combattre. Comment choisir, quand on entre dans le concret, la question du voile islamique des accompagnatrices? C'est très intéressant parce qu'on entend beaucoup de terrain, et vous qui êtes proche du terrain, vous devez en avoir ce genre de gens qui disent, mais c'est souvent des dames tout à fait respectables et modérées, simplement qui sont traditionnalistes, disons. Et aussi ceux qui disent qu'il y a un danger d'islamisme. Bruno Retailleau, face à cet entrisme, il faudra étendre le champ de la laïcité à d'autres espaces publics. La loi de 2004 sur les signes religieux doit être accompagnée à ces activités. Donc les sorties scolaires, c'est l'école hors les murs. Les accompagnatrices n'ont pas à être voilées. Le voile n'est pas qu'un simple bout de tissu, c'est un étendard pour l'islamisme et un marqueur de l'infériorisation de la femme par rapport à l'homme. A-t-il raison ? Il a raison sur le fait que ça peut être un étendard de l'islamisme, ça peut être aussi une tradition, que c'est une infériorisation de la femme par rapport à l'homme. Il a complètement raison. Moi, je suis toujours sidéré par le silence des néo-féministes face à la société patriarcale islamiste. On les voit beaucoup plus actifs pour dénoncer des barbecues, mais incapables de dénoncer ce qui est une vraie soumission volontaire. D'ailleurs, souvent, je veux dire, la soumission, elle est souvent volontaire. C'est pas le sujet. Après. La question, elle est compliquée parce que vous avez effectivement une majorité de personnes, des femmes, moi je les vois dans les accompagnatrices, qui vivent leur usage, etc. Il faut bien expliquer à ceux qui ont la foi musulmane qu'en France, nous avons la chance d'avoir un pays qui garantit la liberté religieuse. C'est-à-dire qu'en France, on peut être athée, agnostique, catholique, protestant, juif, musulman, bouddhiste. Et ça, il faut le rappeler tout le temps. Et que toute interdiction d'exercer cette liberté religieuse, elle est combattue. C'est à l'honneur de notre démocratie. Mais que parallèlement, il y a un mode de vie républicain qui est très particulier, qui est un substrat très particulier, et où on met le curseur, qui nécessite d'avoir, notamment dans les espaces publics, une sorte de réserve. Et pour rappeler que ce qui nous réunit, et va au-delà des croyances religieuses. C'est un équilibre qui a mis des siècles à se constituer. C'est le rapport entre l'intériorité de la religion qui ne doit pas être absente de l'espace public, elle n'est pas invisible, mais d'une sorte, comme disait Orwell, de décence commune. Alors, sur les questions, on peut rentrer dans Comment le est-ce qu'on fait concrètement ? On va passer à l'économie, parce que c'est le cœur de ce dont nous allons parler, mais c'est intéressant parce que là, quand on entre dans la réalité humaine, la patte humaine est toujours plus compliquée que les décisions politiques. La Tunisienne, la Marocaine d'un certain âge, c'est sympa d'accompagner une sortie scolaire qui est voilée, qui a toujours été voilée. Qu'est-ce qu'on lui dit ? On lui dit, madame, c'est sympa d'accompagner la sortie, mais il va falloir que vous retiriez votre voile. Soit on considère que c'est le temps scolaire et qu'elles sont considérées comme des auxiliaires de la fonction publique, et dans ce cas-là, il ne faut pas de voile, comme lorsqu'elles vont travailler. Si elles sont à l'accueil, au guichet, à mon état civil, elles ne mettent pas de voile. Et puis c'est la règle en France, mais ça ne l'empêche pas d'être musulmane de façon pleine et entière. Mais pas, voilà. Soit on considère qu'elles ne sont pas, c'est ce que pour l'instant la jurisprudence du Conseil d'État. Le problème, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il y a des principes d'abord, des principes républicains qu'il faut appliquer, et puis il y a ensuite des dynamiques. Moi, j'ai été le premier maire qui avait pris un arrêté pour interdire les burkinis. Pourquoi ? Ça pourrait être dérisoire, ça aurait pu être ridicule. Puis ils mettent voilà, je veux dire, c'est pas grave, etc. Sauf que c'était juste après l'attentat de Nice,
chez moi, à 25 km de Nice, et il y avait une volonté manifeste de provoquer et d'occuper l'espace public sur les plages. J'avais gagné au tribunal administratif, et puis d'autres maires avaient pris des arrêtés où il n'y avait pas eu de trouble à l'ordre public, donc il y a eu une jurisprudence du Conseil d'État. Mais ce que je veux dire, c'est que, par nature, moi je ne suis pas pour l'interdiction. Sauf que, il y a à un moment donné l'intérêt général qui doit s'imposer et la garantie d'ordre public qui s'impose à l'intention des partis, en droit, etc. Et donc aujourd'hui, il ne faut pas être naïf, il y a une dynamique de djihadisme et d'islamisme qui veut pervertir les cœurs et les âmes de nos compatriotes musulmans et de toute la société. Eh bien cette dynamique, parfois, elle nécessite des interdits. Et les interdits, quand ils sont clairs, ils sont respectés. Dans les piscines municipales à Cannes, sur le Burkini par exemple, il y a eu des fortes pressions pendant 2 ans. On a tenu bon, aujourd'hui c'est plus un sujet. Et les femmes, qu'elles soient musulmanes ou pas, viennent, mais il y a un règlement intérieur qui nous permet de dire que, pour des raisons diverses et variées, on n'a pas à étaler une ostentation religieuse dans cet équipement public. David Lisnard, vous êtes LR, vous représentez... Président de Nouvelle Énergie, je tiens à le rappeler. Les maires de France qui représentent une puissance, en France. C'est évidemment intéressant de vous entendre sur la situation de la France. Pas de budget pour l'instant, un gouvernement, alors, est-ce qu'il est en sursis ou non, on va en parler. Les promesses qui ont été faites, ou en tout cas les débuts de promesses qui ont été faites par à la fois le ministre, par M. Lombard et Mme Monchala, pas de hausse d'impôts pour les classes moyennes. Comment est-ce que vous les avez entendues ? Alors, vous me permettrez de ne pas parler au nom de l'Association des maires de France, mais au nom du citoyen engagé que je suis. Moi, ce que je voudrais juste dire, c'est que quels que soient les gouvernements qui se succèdent, on sent qu'il y a une permanence d'un conformisme de Bercy qui est social-étatiste et qui, depuis une 40aine d'années, ne sait pratiquer que la dépense publique ou le rabot ou l'impôt. Vous voyez, c'est absolument sidérant. Et pour répondre là aussi précisément à votre question, ce qu'on a par expérience, quand on n'entend pas d'augmentation pour les classes moyennes, on se dit qu'en fait il y aura une augmentation d'impôts pour d'autres, et que je suis sidéré de voir que la caste qui nous gouverne depuis des années et ne comprend pas qu'on est dans une courbe descendante de l'affaire. C'est-à-dire qu'il y a tellement de prélèvements que ça nuit au rendement de l'impôt. On pénalise la production. On est dans des logiques récessives. La courbe de l'affaire, qu'on comprenne bien, c'est ce moment où la courbe fait que l'impôt tue l'impôt. Voilà. Ça monte à tel point que ça casse. Et c'est une vérité vérifiée, avérée. La France a le record de la dépense publique par rapport à la richesse produite, 57% du PIB, mais on a surtout le record des prélèvements obligatoires. Donc si l'augmentation des impôts était la solution, y compris pour les comptes publics, on ne devrait avoir pas de dette, pas de déficit. Or, on cumule impôts, dette et déficit. Pourquoi ? Parce que ce qu'on ne comprend pas, c'est ce que certains ne comprennent pas, l'immense majorité des gens le comprennent très bien, dans la vraie vie, les commerçants, les artisans, les salariés, les retraités, les étudiants, c'est qu'il faut produire de la richesse. Et donc, pour produire de la richesse, il faut de l'innovation, il faut de l'investissement, il faut ce mot qui fait peur du capital, voilà. Et donc, il faut qu'il y ait une rentabilité du capital. Quand vous dites la caste, parce que c'est un mot très fort, vous dites la caste, vous dites la caste socio-étatiste, c'est votre... Oui, de social-étatisme. Voilà, c'est qui la caste ? C'est ceux qui nous dirigent, c'est l'alliance, si vous voulez, du conformisme ou de la soumission des politiciens au mode du moment et des technocrates qui sont des gens souvent honnêtes, bien formés, mais comme toujours, il y a au bout d'un moment une caste, c'est-à-dire une espèce d'entre-soi qui... Mais attendez, qui n'est pas de la caste ? Alors vous, j'imagine ? Bah oui, autrement je la dénoncerai pas. Enfin. Qui d'autre ? Mais c'est un bon constat que vous avez fait. Qui d'autre ? J'ai bien compris que c'était ironique. Mais si l'immense majorité des Français, c'est-à-dire ceux qui prennent des décisions, ceux qui prennent des risques. Aujourd'hui, moi je regarde l'offre politique de l'extrême gauche jusqu'au Rassemblement national, je vois que des étatistes. Et je pense que c'est une énorme erreur, que c'est ce qui entretient l'injustice dans les écoles. C'est que c'est l'égalitarisme à l'école, à travers la carte scolaire et d'autres choses comme ça, qui, au nom de l'égalité, en fait, crée l'injustice. On fait des parcs à pauvres et à immigrés dans les écoles publiques. Moi, je le vis dans toutes les communes, je le vois. Et je pense que ce prisme-là, il est dépassé. On est au XXIe siècle. Pendant que nous, on parle encore de vouloir sauver la retraite par répartition, qui, compte tenu des réalités démographiques, est une pyramide de Ponzi, va planter toutes les générations actives actuelles et encore plus les jeunes. Est-ce que ça veut dire quand Elon Musk aux États-Unis, qui incarne l'autre extrême, alors beaucoup considèrent que c'est vraiment l'extrême, mais l'autre extrême on va tailler dans tout ce qui ressemble à une dépense publique selon lui inutile. Est-ce que pour vous c'est un modèle ?
En tout cas, ça renvoie pour nous à la nécessité d'être performant. Et de comprendre que ce qui compte, c'est la performance publique. Moi, je suis attaché à un État fort, recentré sur ses missions, sur le régalien, sur la justice. L'État, il a été inventé pour la justice, y compris la justice territoriale, l'aménagement du territoire. Ça veut dire tailler dans quoi, très concrètement? Ça veut dire tailler dans les surcharges bureaucratiques qui créent de la dépense supplémentaire. Exemple. Exemple pas anecdotique, exemple qui vraiment représente. Parce qu'en général, ce qui frappe, c'est que ceux qui disent il faut économiser, en gros, quand on leur dit dans quoi, ils se réfugient dans des généralités parce que c'est difficile de heurter un lobby, un milieu, etc. Et puis vous savez que, comme le disait le général de Gaulle, il faut savoir être rusé aussi. C'est-à-dire qu'il faut savoir prendre le pouvoir pour ensuite l'exercer et relever la nation. Mais vous n'en êtes pas encore là. Non, mais je vais vous répondre. D'abord, je vais vous répondre pardonnez-moi, mais moi j'ai su le faire dans ma commune, qui était une commune qui a un taux de pauvreté élevé, parce que vu de l'extérieur, tout le monde pense que Cannes, on se dit, les milliardaires qui montent les marches, c'est 21%. Préjugé, c'est les retraités riches. À chaque fois de déconstruire ça, 21% de pauvreté. Les moyennes françaises est très vite parce que c'est une ville historiquement d'immigration pauvre. C'est une ville où il y a beaucoup de logements sociaux, etc. Et donc on a fait, parce qu'on a fait des gains de productivité. Et la réduction de la dépense n'est pas une fin en soi. Ce qui compte, c'est d'avoir un moteur économique beaucoup plus gros que la charge. Or, aujourd'hui, l'excès de dépenses et de prélèvements se fait au détriment du moteur de la création de richesse. Et donc, juste pour être bien concret, lorsque vous avez aujourd'hui 438 agences ou services de l'État qui ont eu un recrutement de 410 000 personnes pour 80 milliards de dépenses, avec 7 agences sur l'environnement. Moi, je commencerai par supprimer l'ADREAL, Direction régionale de l'environnement, qui, objectivement, sont des gens souvent très bien, il y a quelques idéologues, mais c'est souvent des gens très bien, mais est devenu un système qui produit de l'autorisation préalable, là où on devrait être sur un système de liberté et de responsabilité a posteriori. Je peux vous citer, par exemple, le secrétaire général de l'investissement. J'aimerais avoir son bilan. Le Haut Commissariat au Plan, tiens, quel est le coût, quel est le bilan, puisque le Premier ministre en était le directeur. Voilà, ça, il faut en finir avec ça. Qu'est-ce que vous entendez par là ? Mais ce que je veux dire par là, c'est que ces entités-là, non seulement ont une dépense intrinsèque, mais qu'en plus, l'organe crée la fonction, elle crée de la norme, elle crée de la procédure, elle crée du process. Et ce qui fait que, en France, on a une moyenne de fonction publique purement administrante. Ça se retrouve dans les chiffres de 34%. Quand on prend 100 agents de la fonction publique, on en a plus qu'ailleurs, 34, c'est que sur du back-office administratif, de la production administrative, dans les bureaux. La moyenne européenne, c'est 24. Dans des pays très administrés, la Suède, le Danemark, l'Allemagne, il y a des pays centralisés, des pays décentralisés, sont très administrés. Si ce différentiel de 9 points, c'est ce qui aujourd'hui plombe, fait qu'on a moins de services publics qu'ailleurs. Moi, je veux des meilleurs services publics, plus humains, plus présents, fait qu'on a plus d'impôts, plus de dépenses. Et donc, ça se vérifie dans des exemples très concrets et précis. Je vous en ai cité quelques-uns parmi d'autres, mais ça se retrouve dans les chiffres. Ça veut dire combien d'emplois de fonctionnaires ? Parce qu'à l'arrivée, les gens n'aiment pas dire ça parce qu'on tourne un peu autour du pot. Là, ça devient moins facile, évidemment. Mais est-ce que ça veut dire qu'il y a X milliers d'emplois, ça n'enlève rien, c'est pas du tout une insulte aux fonctionnaires. Non, parce qu'on a une bonne fonction, on a des fonctionnaires très bien formés en plus en France, très honnêtes, il y a peu de corruption. Le curseur du nombre d'emplois doit bien s'arrêter à un moment. Voilà. Donc il faut à un moment donné moins de fonctionnaires, mieux payés. Combien ? Je pense qu'on peut objectivement, enfin moi je sais que dans ma commune, on a réduit le nombre d'agents de la fonction publique de 12%, on a baissé la dette de 76 millions d'euros en 10 ans, sans toucher un taux d'impôt. Est-ce que c'est transposable à la France quand vous dites 12% en moins d'agents publics ? Je pense que c'est transposable et je pense que c'est comparaison de vos pas raison, mais à toute organisation humaine. Vous êtes en train de dire que la France pourrait diminuer le nombre total de ses fonctionnaires de 12%? Oui, parce que ça ferait à peu près entre 500 000 et 600 000, des fonctionnaires mieux payés. Et vous voyez, par exemple... vous en parlez avec une certaine légèreté. Non, pas du tout. Vous n'êtes pas au pouvoir, donc ça aide, mais vous savez très bien, pardon. Si François Bayrou disait... Si François Bayrou disait ce que vous venez de dire, il saute. Non, pas du tout. Parce que vous dites aux fonctionnaires, on va mieux vous payer, on va donner du sens aux missions, on va créer un État moderne. Vous serez dans un État moderne. Vous vous rendez compte que pendant qu'on discute de ça, il suffit de voyager dans le monde. Vous direz ça aux syndicats ? Bonne nouvelle pour vous. On va liquider 12%, mais vous serez dans un État moderne. Moi, je crois, je vais peut-être vous surprendre, mais je crois qu'on ne remet pas en cause un contrat existant. Donc les acquis, j'y crois. En revanche, on a une chance, c'est qu'il y a une pyramide des âges qui fait qu'il y a beaucoup de départs. Donc c'est le moment enfin de choisir le DRH de l'État, de mobiliser les fonctionnaires, de les associer à la décision. Quand une entreprise est en difficulté,
On ne commence pas par augmenter les prix si on ne vend pas de produits. Nous, on commence par voir là où comment on peut récompenser les meilleurs, enlever les moins bons. Bref, motiver. Vous seriez surpris de la volonté des fonctionnaires que ça change. Moi, à Nouvelle Énergie, j'ai plein de fonctionnaires qui me rejoignent. David Lisnard, voilà. C'est pas tout à fait votre boutique, mais enfin, vous n'êtes pas centriste, mais c'est quand même vos cousins, les centristes. Est-ce que vous croyez en François Bayrou ? Moi, la croyance c'est du religieux, donc je laisse ça à mon intimité catholique, si vous voulez. Non, mais qu'est-ce que vous voulez que je vous dise ? Je constate que... Il y a un gros enjeu, là. On est à un moment où il faut sortir d'un déficit colossal. Voilà. Est-ce que vous y croyez ? Est-ce qu'il peut le faire ? J'espère qu'il bricolera le moins mal possible. Voilà. Je veux dire... le verbe que vous utilisez est terrible. Bricoler. Mais parce que c'est pas compliqué. Soit on avait un choix disruptif. On revenait à ce que disait le président de la République en 2017. Vous vous rendez compte qu'en 2017, il est élu avec un bouquin qui s'appelle Révolution et la disruption. David Lisnard, est-ce que vous ne venez pas de vous trahir ? Pardon, David Lisnard, pendant 10 minutes, pendant 10 minutes, vous faites un programme extrêmement audacieux. Et quand on dit, OK, qu'est-ce qu'on fait réellement pour gouverner ? Vous dites, il va falloir bricoler. Il va être obligé de bricoler. Parce que le choix qui a été fait par le président de la République, c'est d'essayer de composer avec une assemblée incomposée et décomposée. On ne peut pas refaire le passé. Voilà. Donc, à l'arrivée, moi, ce que je crois, c'est que la grande chance de la période, c'est qu'on est face à des réalités qui nous obligent à des décisions radicales, pas extrémistes, d'aller raciner. Mais pardon, donc, est-ce que François Bayrou peut prendre une décision forte, ou est-ce qu'il sera obligé de ménager la chèvre et le chou de toute façon ? Mais on verra. Je veux pas je suis pas Madame Soleil. J'accepterai si vous le voulez bien, de donner mon avis. Si vous m'invitez ici, je serai très heureux et honoré. Lorsqu'on verra ce qu'il propose. Pour l'instant, j'en sais rien. On va dialoguer avec les ministres et l'AMF va dialoguer. À titre personnel, en tant qu'élu et président de Nouvelle Énergie. Ce que je crois, c'est qu'aujourd'hui, on a une opportunité pour nous appuyer sur l'opinion publique. Je pense qu'il y a une majorité de Français qui ont compris qu'il fallait relancer la production, qui ont compris que le problème du pouvoir d'achat, c'était de faire que la France redevienne un pays de production. Qu'au moment où Google lance sa puce quantique Willow et que nous on s'interroge encore sur la répartition, on est complètement à la ramasse, que on a la possibilité par le référendum de faire un référendum sur le régalien et de faire un référendum sur l'économie et le social. Ce serait quoi pour vous ? Le président de la République a ouvert l'année quand même en disant, il a été allusif, mais en disant qu'un référendum visiblement, en tout cas qu'il allait consulter les Français. Ce serait quoi là ? Alors, le sujet idéal ? Un grand sujet de loi de compétitivité économique, une grande loi de compétitivité, de performance économique et de modernisation de l'État, de suivi, enfin on pourra en parler parce que c'est fondamental et essentiel, et sur le régalien et sur l'immigration, il faudra un petit peu tordre le bras du Conseil constitutionnel pour utiliser l'article 11, mais je pense que c'est indispensable et qu'il y a une opportunité de le faire aujourd'hui, paradoxalement, dans ce maelstrom politicien. Poursuivant la discussion politique, c'est Alain Madelin qui va nous rejoindre. Je vous en prie, Alain Madelin, asseyez-vous. Voilà. Est-ce que vous acceptez l'étiquette de libéral, David Lisnard ? Oui. Un libéral, voilà, on a deux libéraux. On a deux générations de libéraux. Voilà, c'est là. Il y a une sissiparité de libéral, il y a un deuxième libéral. Voilà, le parti libéral est tout entier sur ce plateau. Voilà. C'est comme les cabines téléphoniques en un certain temps. Merci beaucoup, Alain Madelin, d'être là. Bonsoir. Un regard sur l'actualité politique, évidemment, la mort de Jean-Marie Le Pen, sur cet événement qui, quoi qu'on en pense, est un événement important. Cet homme qui a fait d'un parti marginal en 72 le parti le plus puissant de France. On dit toujours, il y a beaucoup d'électeurs le pénistes dans votre région, David Lisnard. Comment résonne cette nouvelle pour vous aujourd'hui ? Alors, d'abord, dans ma région, je crois qu'il n'y en a pas plus qu'ailleurs. En tout cas, dans le sud. Pardon, je généralisais un peu. Vous avez raison. Ça me paraît un prisme un peu parisien. Ah, peut-être. Alors, voilà, je ne suis pas spécialement parisien, mais je vous... Par exemple, dans le département des Alpes-Maritimes, il n'y a pas de conseillers départementaux RN. Moi, dans la ville de Cannes, le Front National était très fort dans les années 80. Aujourd'hui, il est toujours présent. Bon. Est-ce que le temps est venu, on dit toujours de vous, espoir de la droite ? Alors je sais pas, on est espoir jusqu'à quel âge ? Vous avez quel âge, David Lisnard, maintenant ? Je suis un espoir près de la retraite, puisque j'ai 55 ans. Vous avez 55 ans ? Oui. Bon, 55 ans, on a le droit d'être un espoir. En politique, on peut être espoir longtemps. Est-ce que la droite peut récupérer ses électeurs perdus ? C'est quand même un enjeu énorme. Jean-Marie Le Pen a réussi à capter, et sa fille a réussi à capter encore plus. Est-ce que le retour, est-ce que vous récupérez vos électeurs ? Moi, je souhaite récupérer le maximum d'électeurs de tous côtés. Je souhaite qu'on soit majoritaire. C'est-à-dire qu'on fasse une proposition qui permette de démontrer, notamment à tous ceux qui bossent, au milieu populaire, que l'espérance de pouvoir d'achat, de mobilité sociale, elle vient de nous.
Et je pense qu'on est les seuls à la proposer. On est les seuls à avoir cette radicalité dans la réorganisation de la puissance publique. Donc oui, bien sûr, je souhaite qu'il y ait un maximum d'électeurs du RN, mais aussi de la gauche, du centre et de ceux qui votent plus, qui viennent voter pour nous et pour notre proposition. Merci beaucoup, David Isner. Merci infiniment d'avoir été notre invité. On poursuit avec vous, Alain Madelin.